Je vous souhaite la bienvenue donc à l'IAE Nantes Économie et Management pour cette conférence donc sur la finance durable et le développement durable, pour laquelle nous accueillons Madame Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France. Donc cette conférence est la deuxième que nous organisons cette année en partenariat avec la Banque de France et de Nantes. Nous sommes donc très heureux, après avoir discuté du risque et de l'évolution finalement du métier de la Banque de France au printemps, d'enchaîner maintenant vers un sujet qui aussi est tout à fait d'actualité, et de recevoir donc Madame Goulard, qui après une carrière en tant que députée européenne est maintenant à la Banque de France depuis 2018 et vient donc vous parler de ce sujet qui l'intéresse particulièrement. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vous remercie beaucoup d'être présents et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent à distance pour donc cette conférence qui est organisée en respectant les contraintes que nous connaissons tous aujourd'hui, mais que nous avons beaucoup de joie à organiser quand même malgré ces difficultés, et j'espère qu'elle amènera beaucoup de questions. Donc Madame Goulard est là pour bien sûr vous exposer tout un tas d'éléments concernant la finance durable, mais aussi, bien sûr, à consacrer un temps important aux questions que vous pourrez nous adresser, donc soit à distance, soit évidemment les questions venant de la salle. Donc n'hésitez surtout pas à participer et à intervenir quand le temps sera venu. Donc on va avoir à peu près 45 minutes d'exposé, et puis ensuite, le temps qui restera, environ 45 minutes aussi, seront consacrés aux questions. Donc Madame Goulard, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup d'être venue chez nous encore aujourd'hui. Et puis, bienvenue et bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, merci à toute l'université, Madame Barbevien. Je suis vraiment ravie d'être auprès de vous. Donc, je salue tous les gens qui sont à distance. Je remercie Assiba Kabesh, qui représente la Banque de France dans cette région qui est particulièrement dynamique et où on a rencontré aujourd'hui des chefs d'entreprise, d'ailleurs, très engagés dans le développement durable. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Je crois que votre génération est particulièrement sensible au sujet, et vous avez raison. Vous avez raison, parce que ce petit graphique, je crois, fait assez bien comprendre l'ampleur du défi qui est devant nous. Jusqu'à présent, malheureusement, j'allais dire ma génération, mais aussi celles qui ont précédé, ont fondé le développement économique sur une forme d'utilisation des ressources naturelles qui était peut-être dépourvue de clairvoyance et qui, en tout cas, a abouti, notamment depuis qu'un certain nombre de pays ont émergé, à ce que les émissions de gaz à effet de serre augmentent considérablement. Là, il y a un stock qui a largement été créé par l'Europe et les États-Unis, mais il y a surtout des perspectives si le monde entier se développe et se met à consommer de l'énergie comme nous le faisons nous-mêmes. Vous le voyez sur ce graphique. Donc vous avez un historique d'émissions qui a été en augmentation, mais la partie en gris qui est en haut, et à peu près qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ou pas grand-chose. On pourrait avoir des élévations de température de plus de 4 degrés. Alors 4 degrés, ça peut ne pas paraître énorme. En fait, c'est énorme, puisque les objectifs qui ont été fixés par les accords de Paris en 2015, vous avez sans doute entendu parler de la COP 21, qui a permis, d'abord dans un processus assez intéressant qui a associé des ONG, des entreprises aux négociateurs internationaux, de fixer dans des accords qu'il fallait s'occuper du climat et qu'il fallait agir, et que les pays développés qui avaient constitué le stock de CO2 qui est dans l'atmosphère très largement devaient aussi s'engager dans une démarche qui était une démarche de soutien des pays les moins dotés. Donc nous devons, si possible, arriver aux alentours de 2050. Là, vous voyez, le graphique va jusqu'en 2100, mais il faut absolument que vers 2050, on ait marqué une inflexion considérable. Sachez donc ce que disent les accords de Paris, c'est qu'il faut être en dessous de 2 degrés. Déjà, entre 1,5 degré et 2 degrés, vous avez une perte de biodiversité qui est considérable. Donc ne croyez pas qu'en gros, si on est à 1,5 ou 2, c'est à peu près pareil, et dans le fond, 3, ça serait juste le double de 1,5. Non, ce sont des courbes qu'il faut regarder, je dirais, sans s'affoler, mais en tirant la conclusion qu'il faut agir vite et qu'il faut agir vraiment résolument et au niveau mondial. Alors voilà un peu les caractéristiques de cette menace mondiale. Bon, d'abord, c'est une menace d'une ampleur considérable. C'est-à-dire que personne ne peut se dire qu'il ne sera pas affecté, que ce soit
dans les régions les plus pauvres, les plus développées. Alors il y aura probablement un impact plus fort sur des pays qui sont dans des zones moins tempérées que les nôtres, ou les régions côtières, ou les îles de l'océan Indien ou du Pacifique, mais en tout cas, et l'actualité, malheureusement, j'allais dire, le montre déjà. Vous avez vu qu'en une année, on a observé des feux, des incendies extrêmement massifs en Australie, en Californie. Il y a des tempêtes qui sont de plus en plus violentes. On l'a encore vu la semaine dernière dans les Alpes-Maritimes. Donc on peut considérer que c'est un phénomène qui va concerner tout le monde. Et en économie, on fait en général la différence entre les ménages, les entreprises et l'administration. Mais c'est pour dire que tout le monde sera concerné. Par ailleurs, c'est un phénomène, le changement climatique, qui est prévisible. Personne ne peut dire exactement quand les dégradations vont devenir intolérables, mais il est probable qu'elles vont se multiplier petit à petit et qu'elles deviendront de plus en plus graves. Donc on peut penser que même si on n'est pas capable de dire quand et comment, la matérialisation des risques à une échéance relativement approchée est hautement probable. Par ailleurs, le phénomène est à ce jour, en tout cas, irréversible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chercheurs qui travaillent à la captation du CO2 ou à d'autres techniques qui pourraient aboutir à ce qu'une fois que le CO2 est produit, on arrive à en éliminer la nocivité. Mais pour l'instant, il n'y a pas, à échelle industrielle et de manière suffisante, des processus qui permettent d'inverser la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et dernier point qui est important quand on parle de finance, il y a un rapport entre court terme et long terme qui est particulièrement préoccupant parce que la finance, en général, est sur des horizons de retour sur investissement de quelques années, parfois même moins, mais mettons, dans le meilleur des cas, de quelques années, alors que là, vous voyez qu'il faut travailler sur des décennies. Et donc, il y a une dépendance entre le court terme et le long terme, parce que d'abord, il faut que nous arrivions à réorienter des processus qui sont plutôt des processus de production de profit à court terme vers de la production de bien-être général à moyen et long terme. Et en plus, il y a un phénomène qui fait que plus on attend, plus ça sera coûteux et violent. Et donc, il y a un enchaînement court terme, long terme qui n'est pas évident à gérer, et il y aura un impact énorme des actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui. D'un autre côté, c'est aussi vrai en positif, c'est-à-dire que toute l'énergie, toute la consommation de CO2 que nous arrivons à réduire aura un impact durable dans les décennies qui viennent. Voilà, donc ampleur, prévisibilité, irréversibilité et dépendance, court terme et long terme. J'espère que ceux qui nous écoutent de loin arrivent aussi à bien suivre. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la prise de conscience est intervenue? Comme je vous l'ai dit, il y a eu une étape importante qui s'est passée en France avec des négociateurs français qui n'ont pas été les seuls, évidemment, mais qui ont contribué à adopter ce qu'on a appelé les accords de Paris. Et ces accords de Paris, il y avait déjà eu un sommet de la Terre à Rio en 1992, il y avait déjà eu des éléments comme le protocole de Kyoto, etc., mais c'est quand même le point de prise de conscience globale le plus significatif, avec donc cette idée de contenir l'élévation de la température en dessous de 2 degrés, et plutôt à 1,5 qu'à 2 degrés, de renforcer la résilience et l'adaptation de nos économies, et puis un élément, c'était de rendre les flux financiers compatibles avec cet objectif d'économie à bas carbone. Donc il y a un élément finance important dans la réussite des accords de Paris, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, une petite précision quand même pour les citoyens que vous êtes tous, que nous sommes tous, c'est que, bien évidemment, la principale responsabilité face à un phénomène d'une telle ampleur revient au gouvernement élu dans tous les pays du monde, enfin élu ou pas élu dans certaines entités, mais enfin en tout cas, en principe, c'est au pouvoir politique d'apporter la première réponse, la réponse principale, qui peut prendre quelle forme? Des réglementations interdisant les émissions, certains types de véhicules, certains comportements, des incitations positives au contraire pour vous aider à changer votre chaudière, pour vous inciter à manger bio ou je ne sais quoi, et des subventions éventuellement. Donc l'outil principal, qui est l'outil réglementaire, fiscal et budgétaire, est dans la main des gouvernements. Dans l'Union européenne, c'est à la fois les gouvernements nationaux et il y a une action très significative qui est faite par la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen et le Conseil européen, c'est-à-dire l'organe qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union, s'est également engagé. Donc ça porte des noms en anglais qu'on appelle le Green New Deal, qui est l'idée qu'on va investir massivement
dans tout ce qui est protection de l'environnement, avec également une dimension digitale dans le programme de la Commission. Je n'en parle pas aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul objectif, mais c'est l'un des 2 grands objectifs de cette Commission. La Commission a proposé un plan consistant à s'endetter à hauteur de 750 milliards, tous ensemble, les Européens, et à distribuer sous forme soit de crédit, soit sous forme de dons aux États membres ces sommes pour encourager notamment la transition et que la relance après la crise liée à l'épidémie actuelle soit une occasion, non pas de revenir au système tel qu'il était avant, puisqu'on considère qu'il n'était pas soutenable, mais d'arriver à encourager le verdissement. Et puis, il y a la question du prix du carbone, qui est une question absolument centrale dès que vous vous penchez sur ces sujets-là. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir des incitations de type réglementaire, fiscal, etc., mais que l'économie de marché, jusqu'à présent, n'a pas donné un prix à la production. Ici, je pense qu'on est avec des gens qui comprennent ce genre de termes, mais les externalités négatives. C'est-à-dire que vous produisez des conséquences négatives pour la société et pour la planète, et bien cette conséquence négative, elle n'est pas intégrée dans le prix. D'ailleurs, si vous, dans vos cours d'économie, vous avez dû apprendre qu'une entreprise, elle a du capital et du travail. Et on n'avait jamais donné un prix pricé, comme on dit en mauvais franglais, les externalités négatives, la nuisance à l'environnement, etc. Et il va falloir qu'on arrive à y parvenir. C'est la manière d'y arriver qui utilise les mécanismes de marché au profit de la lutte contre le changement climatique. L'Europe s'est dotée déjà il y a plusieurs années d'un marché du prix du carbone où certains grands producteurs industriels qui émettent beaucoup de carbone achètent des droits, se les passent les uns aux autres. C'est un système qui, en soi, peut être efficace, qui malheureusement n'a pas été mis en place avec le caractère, je dirais, systématique dont on aurait besoin. Le marché du carbone, ça marche si tout le monde est mis à la même enseigne. Et si toutes les activités se retrouvent, si à toutes les activités, on ajoute le coût réel de ce qu'elles causent à l'environnement. Mais il y a des projets en ce moment, notamment de financer le remboursement de ce grand emprunt collectif européen par une augmentation et une généralisation des prix du carbone. Vous avez un pays qui l'a fait à son échelle, c'est la Suède, où ça a donné pas de mauvais résultats. Et aux États-Unis, qui est un pays qui, à l'heure actuelle, en tout cas, l'administration Trump étant plutôt sceptique sur l'existence du problème du changement climatique, ne s'est pas engagée officiellement sur cette voie au niveau fédéral. Mais il y a eu beaucoup de prises de position aux États-Unis d'anciens gouverneurs de la Fed, de prix Nobel d'économie, d'entreprises, d'États, comme la Californie par exemple, et même maintenant d'autres, le Texas, etc., qui poussent dans ce sens-là. Mais les banques centrales, comme la Banque de France, la Banque centrale européenne, etc., ont quand même considéré qu'il y avait des choses à faire. Et je dirais que c'est un message que vous pouvez aussi retenir. C'est à la fois un enjeu qui nous dépasse tous, qui, comme je l'ai dit au début, est global et puis est objectivement menaçant, mais c'est aussi quelque chose où on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des changements de comportement individuels. À chaque fois que vous prenez votre vélo ou vous marchez plutôt que de prendre un véhicule qui consomme des hydrocarbures, chaque fois que vous décidez de détourner votre alimentation de consommation hyper carnée ou hyper nocive pour l'environnement, vous pouvez contribuer. Et moi, je crois fondamentalement à ce vecteur, qui est à la fois un vecteur citoyen, vous pouvez vous exprimer dans vos votes, mais aussi dans vos actes de consommation courante en veillant à privilégier les entreprises qui réduisent les emballages, etc., etc. Et objectivement, on en parlait encore tout à l'heure avec des chefs d'entreprise, je crois qu'un grand nombre d'entre eux l'ont compris et que le message que vous pouvez leur envoyer par des actes de la vie courante est un message non négligeable qui commence à être sérieusement pris en compte dans les boards, peut-être pas encore suffisamment, mais voilà. Donc, en gros, chacun doit faire ce qu'il peut là où il est. Et donc, qu'est-ce que les banques centrales ont fait? Alors, les banques centrales, comme elles sont indépendantes des pouvoirs politiques et qu'elles ne doivent pas se substituer au gouvernement, c'est tout à fait normal que les gouvernements aient leurs responsabilités, elles y sont entrées par le terrain qui est le plus familier pour elles et qui est le terrain du risque. Il y en a peut-être parmi vous qui sont dans le master bank, vous savez bien qu'une banque, ça passe son temps à évaluer des risques. Et les banques centrales, qui contrôlent notamment la finance et les banques, encore plus. Donc comment on y est rentré par le risque? Alors d'abord, hommage, je ne sais plus si je l'ai mis après ou pas, non, hommage à Marc Carnet,
qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre en 2015 et qui a écrit un très beau discours, enfin qui a prononcé un très beau discours qui s'appelait The Tragedy of the Horizon, donc la tragédie de l'horizon, pour parler de cette espèce de décalage entre le court terme et le long terme. Et c'est lui qui a en grande partie lancé un mouvement dans lequel la Banque de France a été très présente dès le début. Et en gros, on a analysé 2 types de risques. J'en élimine un tout de suite, c'est le risque réputationnel qui s'ajoute à tout ça. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, en plus, probablement, vous finirez par avoir une mauvaise réputation et vos clients se détourneront de vous et les banques ne voudront pas vous prêter, etc. Mais laissons-le de côté parce que ça, c'est la manière d'entrer dans le sujet qui encourage un peu ce que j'appelle le greenwashing, c'est-à-dire les gens qui veulent juste s'en tirer et pas avoir une mauvaise image. Donc, concentrons-nous sur les 2 risques les plus importants. Le premier, c'est le risque physique. Et vous allez comprendre tout de suite, c'est celui qui est le plus simple à comprendre. C'est des pertes qui sont liées à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements climatiques. Des ouragans, des inondations. Vous avez vu le village qui a été à moitié emporté dans les Alpes-Maritimes. Évidemment, tous les gens qui avaient un asset, qui avaient un capital, qui était cette maison ou une petite usine ou un atelier ou un magasin, etc., de commerce, pouf, si c'est emporté par l'inondation ou si l'ouragan, comme on en a vu dans les Caraïbes, détruit vos bâtiments, votre bilan en tant qu'entreprise va être fortement impacté. Et il y a des tendances climatiques qui peuvent avoir des perturbations, par exemple sur le secteur agricole. Même si ça n'emporte pas votre ferme, vous pouvez avoir des baisses de rendement ou des cultures qui se retrouvent plus appropriées ou même des désertifications. C'est ce qu'on peut redouter dans un certain nombre de pays africains. Donc on peut imaginer des pertes assez catastrophiques, même si pour l'instant, j'allais dire, on n'est qu'au début du phénomène. Mais vous avez vu, peut-être, je trouve quand des vignobles brûlent, c'est particulièrement triste. La Napa Valley, la grande zone de production des meilleurs vins de Californie, est partie en fumée il y a une quinzaine de jours. La vigne, c'est 4 à 5 années avant de pouvoir récolter. Enfin, donc vous imaginez ce que ça représente en termes d'investissement et de pertes. Et puis, il y a des risques de transition, qui sont un peu plus compliqués, mais que vous allez sûrement comprendre aussi, enfin j'espère. C'est ce qui se produit quand on essaye de lutter contre le changement climatique ou en raison de la modification. Si par votre comportement de consommateur citoyen éclairé, vous décidez de ne plus prendre de voiture et de ne plus acheter d'essence, parce que vous faites tout à vélo, vous imaginez bien que les grandes compagnies pétrolières, si des millions de gens se mettent à faire ce calcul, verront un certain nombre de leurs investissements dans des raffineries ou dans de la prospection ou dans de l'extraction perdre totalement leur valeur. Bon, ça, c'est l'exemple extrême. C'est un peu plus compliqué quand on est sur des activités qui sont moins clairement ça, mais on voit bien que tous les gens qui ont financé des centrales à charbon vont avoir à se poser des questions sur le bien fondé de leurs investissements, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais des actifs échoués, des stranded assets. C'est comme quand vous avez une baleine qui vient mourir sur votre plage. Vous avez mis votre argent sur la mauvaise baleine, elle va s'échouer et vous n'aurez plus de profit à partir de ces placements. Et donc, ça peut déclencher des ventes massives et donc vous pouvez avoir effectivement des perturbations en termes de stabilité financière. Donc voilà. Les banques centrales se sont dit, nous ne pouvons pas rester indifférentes à l'émergence de ces 2 risques. Et donc on a créé en 2017, 2 ans après les accords de Paris, lors du One Planet Summit, un réseau qui comptait au départ 8 banques centrales et superviseurs, alors du monde entier, puisqu'il y a la PBOC, la People's Bank of China, il y a le Mexique, le Maghreb, la Bundesbank allemande, la Bank of England, etc., qui sont parmi les fondateurs, Singapour, voilà. Donc c'était déjà global, à petite échelle. Aujourd'hui, on est même, je crois, 70 à peu près, avec aussi des observateurs. Alors ces observateurs, ce sont des acteurs importants, parce que c'est par exemple le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des grandes banques de développement régional, etc., couvrant les 5 continents. C'est une coalition de volontés, enfin en français c'est un peu bizarre, mais en anglais on dit coalition of willings, c'est-à-dire des gens qui ne se prennent pas pour une instance normative, mais ont décidé de travailler ensemble pour développer des outils qui vont permettre d'avancer sur ce sujet. Et si vous regardez, alors ça aussi c'est un mot anglais très, très moche, en français, les juridictions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, vous avez les superviseurs de tout un tas de pays. Maintenant, on a le Canada, l'Italie, la Chine, l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. Enfin, le Brésil, la Russie. Les superviseurs de tous ces pays mis ensemble contrôlent en fait les 3/4 des banques dans le monde et les 2/3 des assureurs. Donc s'ils se mettent d'accord pour regarder de plus près le risque climatique, on peut quand même espérer, c'est indirect,
d'accord, mais on peut espérer que ça ait un impact. Et donc, ça représente à peu près, donc tous ces établissements financiers financent à peu près les entreprises qui émettent environ 60% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tout ça est un peu à la louche, parce que la consommation agricole ou le transport ne vient pas uniquement des entreprises. Enfin, c'est pour dire quand même que par ce biais, et c'est un réseau qui est objectivement sympa et actif, on a retroussé nos manches tous ensemble et on arrive à faire un certain nombre de choses. Alors le premier rapport du NGFS que vous pourrez trouver sur le site de la Banque de France, donc c'est le Network for Greening the Financial System, quand je dirais NGFS, c'est l'acronyme en anglais. Alors, son premier rapport date d'avril 2019 et c'est ce qu'on appelle en anglais un call for action. Ça veut dire que les gens qui l'ont préparé et qui en font partie essayent de voir comment on peut agir. Alors, ils se sont donnés, enfin nous nous sommes donnés 4 messages, je dirais, à nous-mêmes et 2 quand même pour les décideurs politiques. Alors, les 4 messages, la première chose, c'est de bien, alors c'est des mots un peu compliqués, mais la supervision microprudentielle, ça veut dire quand la Banque de France va superviser telle banque. Les banques, vous savez, sont des acteurs importants qui sont très contrôlés par les banques centrales. Donc, le contrôle de la banque A ou de la banque B, je ne sais pas, BNP Paribas, Crédit Agricole en France, des choses comme ça. Enfin, je ne veux pas donner trop de noms, mais ici, tout le monde, on s'est tous dit, donc, les banques centrales de ce réseau, quand on va contrôler les banques, petit à petit, on va essayer de regarder les risques climat. Deuxièmement, pour intégrer, pour ne pas simplement dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais faire nous-mêmes, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous intégrions ces facteurs dans la gestion de nos propres portefeuilles. Une banque centrale, ça a un portefeuille qu'on appelle pour compte propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gère des réserves. Vous êtes des citoyens français, il y a les réserves de devises de la France qui sont gérées par la Banque de France. Et puis, il y a des choses que nous faisons dans l'eurosystème avec d'autres. Ces placements, les placements que nous faisons aussi vraiment pour compte propre, c'est-à-dire la caisse de retraite des agents de la banque et un certain nombre de placements, par exemple, de caisses de garantie qui sont là pour amortir s'il y a une crise financière, etc. Ça, nous avons vraiment la main dessus. Pour la Banque de France, ça représente 22 milliards. Donc, ça commence à faire une petite somme. Et nous essayons de les verdir petit à petit. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe britannique, enfin en anglais, qui dit « Put your money where your mouth is ». Ça veut dire « Mets ton argent là où va ta bouche ». C'est-à-dire il faut que tu mettes tes actes en accord avec ce que tu dis. Et on apprend beaucoup. Moi, je préside le comité des risques de la Banque de France, heureusement avec beaucoup d'autres. Enfin, et nous regardons dans nos propres portefeuilles comment nous pouvons les verdir. Et je vous garantis que c'est autre chose que de faire un prêche, même en étant très convaincu, le jour où vous devez prendre des décisions d'achat ou de vente. Est-ce qu'on prend des parts dans tel fonds? Est-ce qu'on considère que telle entreprise a la bonne politique, etc., etc. Et donc là, on apprend aussi, par ce biais-là, on est vraiment nous-mêmes dans le jeu du verdissement d'un portefeuille. Troisièmement, ça c'est un point très important, j'imagine que vous devez beaucoup travailler sur des questions de données. Vous savez que dans la finance, pour mesurer des risques, on a besoin de données et de pouvoir remonter à plusieurs années. Par exemple, là, pour l'épidémie, on s'est dit, est-ce que c'est plus grave que ce qui s'est passé en 2008 avec la crise de Lehman Brothers? On remonte dans le temps, on compare, etc. Malheureusement, en matière environnementale et en tout cas de climat, on n'a pas pour l'instant complètement toutes les données. Certaines entreprises commencent à rendre publiques certaines de leurs données, mais ce n'est pas encore généralisé, ce n'est pas suffisant pour avoir les séries statistiques solides qu'on voudrait. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on travaille ensemble pour avoir plus de données et puis surtout le faire d'une manière qui ne soit pas complètement désordonnée, chacun avec sa méthodologie, ce qui rendrait les comparaisons d'un pays à l'autre beaucoup plus difficiles. Alors, encore une fois, ce n'est pas un réseau contraignant. On ne peut pas obliger un pays à adapter. Mais comme tout le monde part à peu près du même point, ça peut aider quand même de le faire ensemble. Et puis, voilà, sensibiliser, c'est ce que je fais devant vous aujourd'hui, renforcer les capacités d'analyse à l'intérieur, encourager l'assistance technique, le partage des connaissances entre nous, etc. Et on apprend vraiment beaucoup, et ça, je vous invite dans la vie à toujours considérer que, voilà, on n'est pas forcément les plus malins, le monde ne nous envie pas tout, contrairement à ce qu'on entend parfois. Vous avez des pays, notamment des pays émergents, qui ont des approches très intéressantes. Vous avez des partenaires européens comme la Banque des Pays-Bas, par exemple, qui sont très avancés. Donc, ça vaut toujours la peine de discuter avec d'autres et d'apprendre des autres et de faire du benchmark, comme on dit en anglais. Donc ça, c'était les 4 propositions que les banques centrales et superviseurs du réseau se sont faites en quelque sorte à elles-mêmes. Et puis, il y avait 2 propositions qui étaient plus destinées aux décideurs politiques.
D'abord, c'était d'encourager une publication d'informations, c'est ce qu'on appelle en anglais la disclosure, c'est-à-dire encourager les entreprises à donner les informations dont on a besoin pour faire de l'analyse financière fine, récompenser les entreprises qui font des efforts, mesurer le risque que prennent ceux qui font rien, etc. Et là, il y a énormément de travaux. Il y a des travaux dans le cadre de ce qu'on appelle le Financial Stability Board du G20, qui est donc le G20, c'est cette espèce d'organisme mondial un peu qui est né notamment dans la crise financière, qui a été porté au niveau des chefs d'État et de gouvernement dans la crise financière de 2008. Et à l'intérieur du G20, il y a eu une task force qui a été créée qui s'appelle la TCFD, c'était la task force sur le disclosure and climate, climate disclosure. Et donc là, des choses avancent. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, loin de là. C'est-à-dire que tout ce qui se fait sur une base volontaire, vous avez les entreprises qui essayent de présenter ce qu'elles font de la manière la plus favorable possible. Vous avez des difficultés à comparer parce que tout le monde ne publie pas ses résultats de la même manière. Donc, à terme, il faudra qu'on arrive à des obligations de reporting climatique qui soient absolument contraignantes et qui soient comparables. Mais bon, on a déjà donné le signal et il y a des choses qui bougent un peu. Et puis, on a besoin, évidemment, de classer les activités économiques. Et ça, on appelle ça une taxonomie. Alors, c'est un mot un peu savant pour dire quoi? C'est une classification, tout simplement pour dire qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui n'est pas vert. Est-ce que dans l'agriculture, à partir de quel moment on considère qu'on fait des choses pour le climat? Est-ce que dans le transport, on peut améliorer les performances? Est-ce que, voilà, donc, secteur par secteur, il s'agit de développer des outils méthodologiques pour dire voilà des éléments qui peuvent faire penser que cette entreprise est plus verte que telle autre, etc. C'est un énorme boulot, d'autant plus que la Commission européenne a bien vu un problème, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous voulez avoir une approche qui soit vraiment une approche verte, avoir une technologie qui est bonne pour les émissions de CO2, mais je dis n'importe quoi, qui polluerait l'eau de manière considérable. Et dans ce cas-là, ça ne serait pas un progrès. Ou vous avez un grand débat qui est très connu, je ne vais pas rentrer... je ne fais aucun commentaire, mais sachez que de manière neutre, en Europe, il y a un grand débat entre la France et ses partenaires sur le nucléaire. Les Français soutenant avec des bons arguments que le nucléaire n'émet pas de CO2, et les autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, enfin tous les pays qui ont renoncé au nucléaire, qui disent mais pas du tout, on ne va pas, sous prétexte de diminuer l'émission de CO2, se retrouver avec des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire, etc. C'est une forme de pollution. Donc vous voyez qu'on arrive très très vite sur des sujets qui sont assez complexes, avec des enjeux économiques pour tout un tas de secteurs énormes, dans la même catégorie sur laquelle, en fait, ils ne sont pas arrivés entièrement à se mettre d'accord pour l'instant. Dans la taxonomie, vous avez le nucléaire et vous avez le gaz. Le gaz sont des hydrocarbures. Donc, il y a des gens qui disent non, pas question. Mais si vous substituez des centrales au gaz à des centrales à charbon qui sont infiniment plus émettrices de gaz à effet de serre, ça peut être quand même ce qu'on appelle une solution de transition. Donc rassurez-vous, vous allez en entendre parler pendant un certain nombre d'années parce qu'on n'est pas du tout arrivé encore à quelque chose de... Et d'ailleurs, il n'y aura pas un jour une taxonomie parfaite. Il va y avoir des besoins de faire évoluer la réglementation au fur et à mesure qu'on fera aussi des progrès scientifiques et qu'on aura des nouvelles capacités de production, etc. Bon, là, je vais passer assez vite. C'était juste pour vous expliquer de manière un peu plus concrète ce qu'on fait. Donc, on a essentiellement élaboré des guides pratiques. Honnêtement, ce n'est pas hyper sexy. Hein. Le guide pratique de supervision des portefeuilles de banque centrale, ce n'est pas une lecture qui va gagner le prix Goncourt, d'ailleurs on n'y prétend pas, mais en revanche ça peut être très utile. Et n'oubliez pas que dans ce network, on a quand même des pays qui sont aussi parfois des pays du Sud, qui sont moins dotés en ressources et qui sont extrêmement contents de pouvoir bénéficier de tous ces travaux, qui d'ailleurs contribuent aussi à leur manière, hein, et on apprend d'eux. Je me souviens parfois d'une discussion avec mon collègue indonésien qui m'avait absolument bluffé sur la manière dont l'Indonésie avait déjà commencé à s'attaquer aux questions de politique monétaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, différents guides d'analyse, gestion de portefeuille, je vous l'ai dit, supervision microprudentielle, et puis un travail extrêmement délicat aussi intellectuellement, c'est des scénarios climatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une banque A, j'ai un client qui est du secteur industriel, et je dois voir, moi, avant de lui prêter, si l'investissement qu'il fait le met dans une des trajectoires carbone qu'on avait vues au début. C'est-à-dire, est-ce qu'il est sur une pente qui monte, est-ce qu'il est sur une stabilisation, est-ce qu'il est sur une pente qui descend, etc. Et donc, ce sont des scénarios qui relient l'activité secteur par secteur avec cet objectif général d'arriver à 1,5 au niveau de la planète.
Autant vous dire qu'il faut avoir des gens qui sont bons en maths et qu'on est très modeste, parce que tout ça, ce sont des modélisations, bien entendu, mais modélisations qui devront être affinées en permanence. Et puis dans ce cercle, on échange des bonnes pratiques, on se connaît, enfin on se connaît là, on se voit moins en ce moment évidemment, parce que c'est toujours par Zoom, mais je crois que ça a créé des liens qui n'existaient pas et qui sont assez précieux pour avancer ensemble, remonter le moral quand on voit l'ampleur de la tâche, se féliciter des progrès qui sont faits par les uns ou par les autres, etc. On a eu une grande satisfaction, c'est qu'il vient d'avoir un très beau rapport qui est fait par un homme courageux, dont je souligne le courage, qui est un des commissaires de la CFTC aux États-Unis. Vous savez, la CFTC, c'est l'agence fédérale qui surveille les marchés, un peu comme l'AMF en France. Et un commissaire a décidé de lancer un groupe de travail avec des gens du business, et il a fait un rapport sur pourquoi les États-Unis... en tout cas, devrait s'intéresser aux risques financiers climat. Et il a rendu hommage à ce travail, ce qui fait toujours plaisir, surtout parce qu'on a besoin que les États-Unis un jour rejoignent, parce que c'est la première puissance financière et c'est une très grande puissance industrielle et de recherche aussi. Alors, le programme de travail, on actualisera les guides. Je passe assez vite. On affinera les scénarios, je viens de vous le dire. Et puis, on va travailler sur les données. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Les données pour votre génération, que ce soit pour le climat ou sur le plan de la privacy, du digital, etc., c'est absolument clé. Vous savez sans doute que la principale guerre géopolitique en ce moment, elle se fait dans la bataille pour l'intelligence artificielle et l'utilisation de données à grande échelle. Donc les banques centrales et les superviseurs sont dépositaires d'un volume significatif de données, puisque les banques nous font beaucoup de reporting, les compagnies d'assurance, etc. Nous avons aussi à la Banque de France un travail qui est fait par les équipes qui sont dans les régions et les départements sur la cotation des entreprises. Donc on a des données, simplement il faut qu'on les transforme et qu'on les exploite beaucoup mieux qu'on a pu le faire jusqu'à présent et qu'on y ajoute ce qui y manque. Alors certains membres du réseau, qui sont vraiment l'avant-garde de l'avant-garde, avancent aussi sur la biodiversité, par exemple. Donc il y a un très joli rapport de la Banque centrale des Pays-Bas du début de l'année, Indebted to Nature, qui analyse un peu le même raisonnement que ce que je vous ai dit au début sur risque physique, risque climatique pour la disparition de la biodiversité. Alors, en quoi la biodiversité concerne les banques centrales, vous allez me dire? Eh bien, si, pour une raison toute bête, et c'est l'exemple le plus simple à prendre, si vous avez une disparition massive des abeilles, vous aurez des baisses de rendement agricole, notamment dans tout ce qui est production de fruits, de fleurs, de légumes, et donc des problèmes pour la filière agroalimentaire, pour les paysans d'abord eux-mêmes, mais aussi pour notre alimentation, etc. Donc, les Néerlandais ont fait cette étude, ils ont appliqué la méthodologie qu'on avait mise en place pour le climat, risque physique d'un côté, risque de transition de l'autre, et ils arrivent au résultat qu'il est probablement très important que nous nous soucions aussi du risque biodiversité. Alors bon, comment nous passons de la parole aux actes? On a donc la CPR, je ne sais pas si vous savez, c'est l'acronyme de la partie de la Banque de France qui fait le contrôle justement prudentiel des banques et des assureurs, avec maintenant la Banque centrale européenne pour les plus grands établissements. Donc on a essayé de regarder comment les établissements français avaient commencé à évaluer leurs risques. Certains font des gros efforts. Il y a plusieurs banques françaises ou compagnies d'assurance qui sont reconnues, mais on est encore notamment pour l'appréhension du risque physique et même pour la transition dans des démarches c'est une étude de 2019, mais qui mérite d'être poursuivie. Ensuite, il y a eu des rapports sur ces bonnes pratiques pour inciter les banques et les compagnies d'assurance à faire plus, en regardant leur stratégie, en regardant l'organisation interne. Alors, un point, parce que c'est important, on en parlait ce midi, j'apprends des choses moi quand je vais sur le terrain, donc j'adore. Vous avez eu souvent dans les entreprises une première phase dans laquelle, puisque beaucoup de chefs d'entreprise ont envie aussi d'avoir un rôle dans la société, ils se sont dit on va regarder ce qu'on fait en matière de RSE. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, c'est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Ça, c'était la phase 1, et souvent, je dis en plaisantant un peu que c'est souvent une jeune femme qui fait ça très bien, mais qui n'est pas forcément entendue par le board et la direction. Après, vous avez une deuxième phase où là, ça commence à devenir sérieux, c'est quand c'est le directeur financier de l'entreprise qui intègre le fait qu'un jour, peut-être, les banques lui prêteront plus si jamais il ne change pas ses processus de production, s'il ne vérifie pas les rejets dans la rivière, s'il ne limite pas les accidents du travail, s'il ne s'occupe pas d'équilibre homme-femme, etc., etc. Et donc, on est un peu dans cette phase, et j'ai fait un débat récemment avec la directrice des risques de BPCE, pour ne pas les nommer, qui est une femme et qui s'occupe des risques et qui fait ça de manière... les directeurs des risques, c'est souvent des gens qui ont un rôle assez important dans la boîte, parce qu'en fonction de ce qu'ils disent,
on peut avoir des financements, et en plus, elle est dans une banque. Et puis maintenant, on discutait à midi avec des chefs d'entreprise de la région du rôle du responsable des achats dans une entreprise et du fait que selon ce qu'il va acheter, des matériaux recyclés ou pas, la manière dont il va se préoccuper quand ce sont des importations, est-ce que ce sont des choses qui sont fabriquées dans des pays où on fait travailler des personnes sous contrainte, sans respect environnemental, etc. Donc, je trouve qu'il y a une culture qui avance, peut-être pas suffisamment vite, mais qui avance. Et donc, il faut qu'on regarde l'organisation interne. C'est une des choses, d'ailleurs, que la TCFD recommande, c'est de regarder la governance des entreprises. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des politiques de communication externe des banques qui sont importantes, puisque les banques sont au contact des clients. Et selon qu'elles iront dire à un client qui demande un prêt, oui, mais là, vous n'avez pas fait assez d'efforts ou pas, ça sera plus ou moins facile. Donc je vous ai dit qu'on était là dans un premier exercice de... Alors on ne l'a pas appelé exactement stress test, parce qu'un stress test, au sens strict, c'est un test que les superviseurs font d'un établissement bancaire sur les crédits. C'est quelque chose de mordant qui va avoir une incidence sur la manière dont la banque est traitée par les superviseurs. Donc là, ce n'est pas ça. On a lancé avec les banques et les assureurs volontaires de la place de Paris, mais qui ont été vraiment nombreux à être volontaires, qui n'ont pas décroché pendant la période du confinement, alors même que les banques ont été très occupées aussi à distribuer les PGE et tout ça, enfin les prêts garantis par l'État. Et donc, on va essayer avec eux, là, d'avoir une sorte, non seulement de photo de là où ils en sont, mais aussi une espèce de vidéo prospective, vu les crédits qu'ils ont accordés à telle et telle entreprise, où est-ce qu'on sera dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Donc, encore une fois, c'est à la fois... un début, une sensibilisation, mais aussi quelque chose qui permet d'accélérer. Et peut-être un jour, il faudra passer à des stress tests proprement dits, mais pour l'instant, on n'a pas fait ce choix de manière à être dans une démarche, je dirais, coopérative avec le secteur bancaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Nassim Nicolas Taleb, qui est un Libanais qui a écrit un bouquin il y a une quinzaine d'années sur ce qu'il a appelé les signes noirs. Alors les signes noirs, c'est le nom assez poétique qu'il a donné à des événements assez abominables qui sont des crises financières, des grands événements voilà, la crise qu'il y a eu en 1987 à Wall Street, ce qu'on a vécu en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, etc. Et donc, il y a quelques années que, encore une fois, il y a des gens qui le critiquent, je ne prends pas ça pour... comment dirais-je, une référence absolue, mais c'est une image qui a marqué pas mal de gens. C'est-à-dire que dans la finance, on sait qu'il peut y avoir à certains moments des événements qui sont assez imprévisibles, ou du moins dont on se dit après coup, tiens, on aurait dû les voir venir, mais en fait, on ne les a pas vus venir, comme ce qui s'est passé en 2007. C'est un excès de crédit donné à des Américains qui n'avaient pas les moyens de devenir propriétaires de leur maison. Et comme il y a eu un excès de crédit, malheureusement, on a mis un certain nombre de gens dans des positions impossibles et ils sont devenus insolvables. Et il y a eu une réaction en domino. Et donc la banque, il y a une équipe formidable qui travaille sur ces questions-là et qui a fait un petit bouquin qui s'appelle The Green Swan. En fait, est-ce que le même raisonnement est applicable? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est éventuellement, comment dirais-je, potentiellement victime de ce genre d'événement? Et ils ont publié ce petit bouquin donc, que vous pouvez trouver sur le site de la banque et qui a été fait avec quelqu'un qui est à la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui est assez costaud comme livre. Donc je vais vous en livrer un peu le message, mais ça peut être intéressant d'aller le regarder pour ceux qui s'intéressent de près à la finance. Donc, en gros, il y a des points communs entre les Black Swan classiques et un événement climatique. C'est l'impact, je vous l'ai dit, c'est les effets en cascade, c'est tout ce qu'on appelle la systémicité, c'est-à-dire le fait que quand vous avez un problème de solvabilité de toute une partie de la population, vous avez les dominos qui tombent après. Vous avez vraiment un phénomène qui touche le système, ça touche la solvabilité de grands établissements bancaires. On a toujours peur qu'après, ça bloque complètement le financement de l'économie. Mais il y a des questions qui sont un peu différentes. Et notamment, on vous a fait un petit tableau pour que ce soit plus lisible. Alors, est-ce que c'est prévisible ? Les signes noirs, en fait, le Black Swan, en général, on l'expliquait plutôt après coup. Là, malheureusement, je dirais que l'occurrence d'événements climatiques pouvant entraîner, l'avenir n'est inscrit nulle part, mais avec une forte probabilité des dommages à l'ensemble du système financier, c'est quasi certain, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir la date. Alors, les signes noirs, c'était plutôt quelque chose qui concernait les économistes, les analystes financiers, le monde de la finance, etc. Là, on a une difficulté et aussi un aspect positif supplémentaire, c'est qu'on a besoin
de s'ouvrir à de nouveaux mondes, et notamment au monde des scientifiques purs et durs. D'ailleurs, le NGFS travaille avec ce qu'on appelle des stakeholders, donc des gens qui gravitent un peu autour et qui sont essentiellement des ONG, par exemple le WWF, mais aussi des scientifiques. Il y a des gens qui sont au GIEC, qui est ce grand groupement de scientifiques internationaux qui ont modélisé le changement climatique. Ça peut être l'Institut océanographique de Monaco, ça peut être, enfin, selon les sujets, on a besoin de travailler avec des scientifiques. Et ça, c'est une des choses que je voudrais que vous reteniez, parce que quand on fait des études, enfin j'ai des enfants qui ont à peu près votre âge, on est souvent un peu dans sa filière, quoi. On se dit, bon, parfois on ne sait pas ce qu'on va faire après, mais rassurez-vous, votre génération, vous allez pouvoir passer d'un truc à l'autre et travailler avec des gens extrêmement différents, parce que de toute façon, plus personne va arriver à analyser grand-chose tout seul. Donc c'est un peu inquiétant, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas des couloirs de nage. Enfin, j'aime la natation, donc je n'ai pas toujours cet exemple. Enfin, vous voyez, ce n'est pas chacun dans son coin, c'est vraiment ensemble. L'impact des signes noirs, il était déjà massif et direct. Et là, le problème, c'est qu'on dit souvent c'est la planète qui est en danger. Moi, l'une des raisons pour lesquelles ce sujet me motive particulièrement, c'est que c'est non seulement la planète, effectivement, et la nature mérite respect, mais c'est l'humanité qui vit sur cette planète. C'est-à-dire que si on arrive à des températures extrêmes, à des événements de type désertification massive, disparition d'îles, baisse des rendements agricoles, etc., c'est la vie sur Terre qui va disparaître. Et c'est pour ça que ça peut être considéré comme civilisationnel, tout en respectant la laïcité. C'est quand même intéressant que le pape François ait pris une encyclique qui soit sur ce sujet-là. L'encyclique Laudato Si est une encyclique sur la création, mais c'est en fait un plaidoyer pour la lutte contre le changement climatique. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va bien au-delà de la finance. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les banques centrales ont essayé de prendre leurs responsabilités. Il y a un message important, c'est humilité. On n'est qu'une partie de la question. On peut faire quelque chose, mais on n'est pas tout seul. Et l'ampleur est très large. Donc, les recommandations politiques, eh bien, c'était pour les signes noirs plus une recommandation qui concernait la finance. Pour les signes verts, c'est le besoin d'une action, d'une coopération. Et sincèrement, il ne faut pas non plus être négatif parce que nous, notre expérience du réseau, c'est que ça crée aussi des liens extrêmement forts. Je crois qu'il y a vraiment à la surface de la planète, partout, dans des pays riches, dans des pays pauvres, chez des gens qui ont des moyens, chez d'autres qui n'en ont pas, chez des personnes qui étaient idéologiquement assez éloignées les unes des autres, des groupes d'individus qui se sentent personnellement concernés et qui travaillent avec beaucoup de bonheur aussi les uns avec les autres. Et je vous dis, moi par exemple, j'ai pu téléphoner à ce commissaire de la CFTC et je lui ai dit merci pour mes enfants, parce que c'est important qu'il y ait des changements dans tous les pays, pas seulement pour les citoyens de ces pays, mais pour ceux des autres pays. Donc voilà, alors on s'est demandé, le Green Swan, on l'avait sorti juste avant la crise du Covid, en janvier ou février 2020. Alors du coup, on s'est posé des nouvelles questions. On s'est dit, mais finalement, cette épidémie, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui finalement ressemblerait assez à un Green Swan? L'occurrence est certaine. En fait, les médecins vous attirent l'attention depuis un certain temps sur les risques d'une grande pandémie. Et même si on est là, et encore une fois, je remercie tous les organisateurs, on trouve que c'est contraignant. On aurait très bien pu avoir affaire à un virus beaucoup plus létal, faisant beaucoup plus de victimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu une expansion du virus Ebola en Afrique. Ebola, c'est des taux de mortalité de la moitié des gens qui sont touchés. Donc, je crois qu'on a été un peu sourd à des avertissements qui avaient été émis, certes, par des scientifiques dans leur secteur, d'où l'importance de décloisonner. Mais dans le fond, ce que disent les médecins sur l'éventualité de pandémie n'est pas très éloigné de ce que disent les climatologues sur la planète, avec en plus un phénomène qui est le changement climatique risque d'accélérer la prolifération des virus, soit parce qu'on détruit des habitats d'animaux. Moi, je ne sais pas s'il y a eu un pangolin ou s'il n'y a pas eu un pangolin, si c'était une chauve-souris qui avait filé le truc au pangolin. Bon, on va rester très sobre sur le plan scientifique. Mais il n'empêche que l'hypothèse la plus probable pour la dissémination de ce virus, c'est probablement, disent les spécialistes, un passage de l'animal à l'homme. Remarquez, on ne sait pas trop qui est l'animal dans cette affaire, vu ce qu'on a fait à la planète. Donc voilà, probablement, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Bon, je vous ai dit les impacts qui sont loin d'être négligeables. Et ce dernier message, vraiment, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'action isolée.
Vous ne pouvez pas lutter tout seul contre le changement climatique, ce qui invite aussi à relativiser les discours des gens qui aiment mettre des guérites et contrôler les frontières, parce que les virus, ça passe les frontières, le changement climatique, ça passe les frontières. Ça ne veut pas dire que chacun n'a pas des choses à faire chez lui et qu'on n'a pas besoin d'un État qui fonctionne bien, mais on a besoin que les États coopèrent beaucoup plus que ce qu'ils ont fait ensemble jusqu'à présent. Et notre réseau, moi je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. Je ne vous ai pas dit comment c'était organisé, mais moi j'aime bien ça. Le président est à la Banque des Pays-Bas, il s'appelle Frank Elderson, il est d'ailleurs présélectionné peut-être pour aller à la BCE. Le secrétariat est à la Banque de France. On couvre 70 pays du monde et chacun des workstreams, des groupes de travail, est présidé par quelqu'un qui est de la Bundesbank, qui est de la Bank of England, etc. Donc nos collaborateurs, d'abord c'est très intéressant pour eux, travaillent au jour le jour avec des gens d'autres pays. Et encore une fois, on apprend beaucoup les uns les autres. Ça évite de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà, et donc je conclus là-dessus. Il se trouve que j'ai été, du coup, grâce à ce travail qui a été fait par la banque, qui a été un peu repéré par l'OMS Europe, qui a décidé de lancer une commission, alors bon, il faut être modeste, qui va essayer de travailler sur le sujet santé et développement durable. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'abord on a eu le climat, et les premiers qui ont levé la question climat dans le monde de la finance, on les a regardés de manière un peu bizarre. Ensuite, comme on a fait ce travail, que ça s'est répandu, il y a des gens qui se sont dit, tiens, on pourrait regarder si ça s'applique à la biodiversité. Et là, l'idée qu'a l'OMS Europe, donc c'est 53 pays, ce n'est pas l'Union européenne, ça va jusqu'à la Russie, le Caucase, la Turquie, la Suisse... c'est de dire, mais dans le fond, est-ce que les travaux qui ont été faits sur le climat avec ce réseau et d'autres, est-ce que d'autres travaux, il ne faut pas mettre tout ça ensemble et encore plus décloisonner, et au lieu d'avoir des gens qui travaillent sur le risque climat et la finance, et des gens qui travaillent sur la biodiversité et la finance, et d'autres qui travaillent sur la santé humaine et la finance, parce que vous avez vu quand même, je pense que s'il y a un an, un de vos profs ici, vous avez dit en octobre 2019 que les autorités de la plupart des pays du monde arrêteraient l'économie à cause d'un virus, je pense que les gens auraient pensé qu'on est complètement fou. Donc les conséquences macroéconomiques des questions de santé, comme les conséquences macroéconomiques et financières des questions de climat, peuvent être à l'avenir extrêmement fortes et donc avoir une dimension économique. Donc c'est l'ancien Premier ministre italien Mario Monti, avec qui j'avais pas mal travaillé à Bruxelles, qui est à la présidence de ce petit groupe. Et donc les thèmes sur lesquels on va travailler, bon, il y a des sujets qui sont un peu plus santé stricto sensu, avec ce concept One Health. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de One Health, moi je trouve que c'est un concept très intéressant. C'est de dire qu'on ne peut pas dissocier la protection de l'environnement et des espèces végétales, la protection des animaux et la santé humaine. Et que tout se tient, et que les êtres humains ne peuvent être en bonne santé que si ils évoluent dans un environnement où ils ne se comportent pas en prédateurs, mais ils permettent la vie des autres espèces, ils permettent une utilisation beaucoup plus circulaire des matières premières et de l'énergie, ils permettent quelque chose qui est dans la régénération que la planète a toujours connue. Vous savez bien qu'il y a eu des phases dans l'histoire de l'humanité, enfin, et même avant les hommes, où il y a eu des disparitions, mais il y a eu aussi des reconstitutions de patrimoine végétal, animal, génétique, etc. Donc, dans tout ça, j'essaierai d'apporter ma petite contribution sur la finance durable. Et évidemment, on se pose des questions aussi, comment la technologie, la digitalisation peut aider. Ça peut être une solution aussi. Vous avez vu que dans la réponse à l'épidémie, il y a eu des progrès qui ont été faits dans l'utilisation, par exemple, de la médecine à distance, ce qui peut changer complètement la vie des gens dans des zones rurales, etc. Donc, il y a plein d'aspects, et je crois que il ne s'agit pas de dire que la crise a du bon. J'ai bien conscience qu'il y a quand même eu des centaines de milliers de morts à l'échelle de la planète. Mais bon, tant qu'à faire, quand on est confronté à une épreuve, je crois que c'est pas mal que les êtres humains réfléchissent un peu, se disent, voilà, il y a des choses, on a eu des signaux, on n'a pas entendu, et on essaie de travailler. Donc voilà, tout en restant encore une fois dans nos missions, on espère que donc à l'horizon été 2021, ce petit groupe pourra aboutir. Il se trouve que par hasard, c'est l'Italie qui a la présidence du G20 l'année prochaine. Et d'ailleurs, ils ont mis la planète et People and Planet parmi leurs objectifs. Ils vont annoncer bientôt leur programme. Et on peut peut-être espérer que des changements qui interviendraient outre-Atlantique facilitent le passage à une prise de conscience qui a besoin d'être vraiment globale. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop longue, ni trop technique. Donc je tiens à votre disposition un micro, soit je vous le tends, soit je le désinfecte pour vous le passer. Protocole sanitaire oblige. Sinon, vous criez.
Sinon, vous criez. Voilà. Merci à vous pour votre démonstration qui nous éclaire sur les arcanes de ces grands groupes de travail. Je voulais savoir comment s'est opérée la convergence entre justement ce dont vous parliez, différentes manières de travailler, différentes cultures entre tous les personnages à l'international, et s'il y avait eu des difficultés à surpasser, étant donné, par exemple, des enjeux de puissance, des choses comme ça. Est-ce que vous avez été confronté à ça de votre côté? Alors, sincèrement, sans dire que les banquiers centraux sont meilleurs que les autres, l'avantage quand vous prenez une approche qui est technique et dans laquelle aussi, objectivement, vous ne négociez pas un texte qui va être contraignant juridiquement, c'est que vous êtes dans des rapports plus fluides. Et là, il s'agit beaucoup plus de techniciens qui, encore une fois, font des choses qui peuvent paraître modestes, hein, et je n'ai pas dit que c'était le game changer du changement climatique, mais vous vous rendez compte qu'à ce niveau pragmatique, technique, avec en plus Frank Elderson qui a très bien présidé le groupe, je crois l'équipe de la banque à laquelle on peut rendre hommage, qui sert de secrétariat, les choses se sont relativement bien passées. Après, il y a des sujets, tiens, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, donc c'est très bien, je vous ai bien dit qu'on était rentré dans le sujet par la stabilité financière, les risques. On n'a pas abordé le sujet le plus chaud qui concerne les banques centrales, qui est la politique monétaire. Vous savez que les banques centrales ont un mandat qui est de distribuer la monnaie, d'intervenir sur les marchés si c'est nécessaire pour atteindre un certain niveau d'inflation. Alors notre mandat, nous, à la BCE, c'est un mandat qui est centré sur la stabilité des prix. Dans d'autres pays, enfin pour la Fed, pour la Bank of England, etc., c'est un mandat multiple qui inclut par exemple le chômage, mais nous ne sommes pas rentrés jusqu'à présent par la politique monétaire. Mais on y vient. C'est-à-dire qu'il y a un des workstreams qui s'est emparé du sujet, et l'arrivée de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne fait qu'elle a lancé une revue stratégique dans laquelle elle a souhaité que le climat soit à part entière, y compris dans sa dimension politique monétaire. Et il y a eu pas mal de prises de position de membres du directoire de la BCE ou de certains gouverneurs sur ces sujets-là. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que on a pu jusqu'à présent peut-être plus facilement trouver des accords, mais il va falloir avancer. Et j'aurais tendance à dire personnellement qu'il faut arriver, enfin l'enjeu pour votre génération, je vous le dis vraiment, mais avec toute la conviction possible, moi j'ai passé des années à Bruxelles, c'est d'arriver à ce que la gouvernance internationale soit plus efficace. Et là, en Europe, on a quand même un savoir-faire. Tout le monde critique l'Union européenne, c'est le punching ball de la plupart des hommes politiques, mais il n'empêche que c'est le seul endroit au monde où vous avez des gens qui, de manière supranationale, dans un cadre de droit qui est commun, adoptent des règles en commun. Ouais, ils se disputent pas mal, mais... Ah oui, ils se disputent parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais dans le fond, ça se passe quand même dans une salle à Bruxelles et pas à Verdun à la baïonnette, et ça représente un certain progrès. Parce que, imaginez le monde dans lequel on va vivre si tout le monde dit « moi d'abord hein, », et puis moi je suis souverain, et je ne veux pas faire d'accord avec les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra conduire à la destruction de l'humanité. De qui que ça vienne, et il y a des tendances égoïstes ou nationalistes dans tous les pays du monde. Donc je ne vise pas quelqu'un en particulier. Pour moi, c'est une espèce de, pour le coup, de virus qui saisit les uns ou les autres à certains moments. Et il faut qu'on retrouve un peu l'esprit qui avait été mis en place, aussi bien aux Nations Unies que dans les institutions de Bretton Woods, comme le FMI, et dans l'Union européenne, d'ailleurs un peu par les mêmes, qui avait dit après la Seconde Guerre mondiale, mais on ne peut pas continuer comme ça, on a fait deux guerres mondiales en l'espace d'une génération, il faut quand même qu'on passe à des modes de discussion un peu plus sophistiqués. Donc il y a un enjeu, et je pense que les citoyens doivent aider. Ne laissez pas des gens ramener tout à la politique la plus locale. Franchement, c'est hallucinant le temps d'antenne, le temps qui est consacré à des querelles, mais sans aucun intérêt. Il y a des tas de gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde. Et on a l'impression que leur dernier tweet est la chose la plus importante du monde. Et je parle de notre pays, je ne parle pas d'autres tweeters en chef. Voilà. Donc vous avez raison, c'est une très très bonne question. Et ça ne peut aboutir que si on y met de la bonne volonté et si on entre dans un esprit de compromis.
Et le compromis est souvent dévalorisé en ce moment. C'est non, il faut aller dans l'affrontement. Ben, vous construisez en général pas grand-chose par l'affrontement. Donc on essaye dans notre réseau, je ne vous dis pas que c'est le monde des bisounours et qu'il n'y a aucun problème, mais plus vous abordez les choses de manière scientifique, rigoureuse, technique, etc., plus vous dépassionnez un petit peu. Monsieur. Déjà, merci pour votre intervention. J'imagine que vous regardez attentivement ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et je voulais vous poser la question, quelle est votre approche aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis et comment vous comptez, s'il y a réélection ou bien s'il y a élection d'un nouveau président, travailler potentiellement avec eux? Bon, enfin, moi, je n'ai pas à faire de commentaires politiques en étant à la Banque de France. Ce que je peux simplement vous dire, et je l'ai souligné déjà tout à l'heure, d'abord, j'allais dire presque, relisez Tocqueville, parce que quand vous relisez la démocratie en Amérique, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les États-Unis, c'est une société dans laquelle c'est un État fédéral, vous avez plusieurs niveaux de gouvernement, vous avez une société civile qui est très active, vous avez des ONG, vous avez des villes, vous avez des... Bon. Il y a beaucoup d'interlocuteurs aux États-Unis qui sont très soucieux d'avancer sur le climat. Je vous donne des exemples, la ville de San Francisco, l'État de Californie, la Fed San Francisco, d'autres Fed régionales, les assureurs qui ne sont pas supervisés au niveau fédéral mais au niveau des États. Je vous ai dit ce petit groupe autour de la CFTC, vous avez une ancienne commissaire de la SEC qui est une des autres agences qui s'appelle Mary Shapiro, qui a beaucoup travaillé à la TCFD, etc. Donc il y a pas mal de gens qui sont dans une démarche qui est pas éloigné de la nôtre, et vous avez l'immense réseau des universités, etc., où vous avez beaucoup de chercheurs qui font des travaux, par exemple, sur le prix du carbone, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas réduire les États-Unis simplement à un débat politique le mois prochain. Bon, évidemment, autant sur d'autres sujets, moi je ne porte pas de jugement de valeur, mais je regarde ce que disent les candidats, autant sur d'autres sujets, ça ne sera peut-être pas un changement, autant sur le climat, vous pouvez aller voir le discours qu'a fait Joe Biden le 15 juillet dernier, qui montre une approche radicalement différente. Notre partenaire, c'est la Fed, enfin la Federal Reserve au niveau fédéral. Pour l'instant, la Fed n'est pas allée sur ce terrain-là. On espère qu'on discute avec eux. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent comprendre. Pour l'instant, ils n'ont pas pris position, donc j'ai rien d'autre à dire. Mais en principe, ils sont indépendants du pouvoir politique aussi. D'autres questions ? Et même les filles ont le droit de poser des questions. Hein. Allez, monsieur, et puis après... Ouais, allez. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous demander si vous ne pensez pas que la force du business as usual reste infiniment supérieure à tout ce qu'on peut espérer faire et les actions très positives que vous envisagez de faire ne vont pas être noyées par la coutume, l'usage. Écoutez, si je pensais qu'il n'y a rien à faire, je serais à la maison là, avec mon mari, vous voyez, à cette heure-ci. Enfin, je serais en train de rentrer à la maison tranquillou, au lieu de rentrer à 10h30 du soir, après m'être levé à 5h du matin. Donc, sincèrement, je pense que vous n'avez pas tort. Et il y a des jours où je trouve ça désespérant, il y a certains chiffres, puis il y a certains comportements, il y a certains commentaires qui me mettent hors de moi. Bon. Mais vous savez, comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux, quoi. Hein. Sisyphe, c'est celui qui était condamné à pousser un caillou le long d'une pente, et quand il arrivait en haut le soir, ça redescendait. Bon. Voilà, j'espère qu'on aura une action un peu plus positive que celle de Sisyphe. Je ne vous dis pas que c'est gagné. Si on regarde les choses de manière objective et pas comme on voudrait qu'elles soient, et c'est très humain de regarder les choses comme on voudrait qu'elles soient. Moi, je peux vous dire, je suis arrivée à la banque en janvier 2018. Cet exercice-là était balbutiant. Grâce au travail de toutes les équipes et de gens qui sont répartis dans le monde, on a déjà fait quelques progrès. Quand je vais assez souvent dans des panels, dans des discussions, et que j'entends des représentants de banques ou d'entreprises expliquer ce qu'ils font. Enfin, Madame Cabèche est là. Honnêtement, à midi, on a eu des témoignages de chefs d'entreprise de cette région. Je ne vous le dis pas pour... Je ne sais pas si comment vous le voyez, mais moi, ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont raconté. Parce qu'ils ont tous raconté ce qu'ils faisaient pour le développement durable, la récupération des déchets, la meilleure utilisation des camions, etc., etc. Mais c'était leur engagement, c'est-à-dire qu'on avait plus l'impression de parler à des... Oui, hein, c'était des militants, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et je crois que plus vous rentrez dans le sujet,
plus vous devenez militant, en fait, paradoxalement. C'est un truc qui vous prend et qui vous lâche plus. Et moi, je suis surveillée de très près à la maison par des végétariens de plus en plus végétariens. Dieu merci, je ne voyage plus parce que sinon mon bilan carbone était calculé par mes enfants. Maman, tu vas en Argentine pour la banque, mais tu ne te rends pas compte. Voilà, c'était toujours le nombre de petits arbres que j'avais détruits avec le papier que j'utilise. Enfin bon, donc tout ça, il ne faut pas le caricaturer, mais c'est important que ça rentre dans les têtes. Et moi, j'aime pas quand on dit que c'est uniquement punitif. Je ne sais pas quel sentiment vous retirez de ma présentation, mais je pense qu'il faut trouver... C'est difficile, hein, je vous l'accorde, c'est difficile. Le bon dosage entre la gravité, parce qu'il ne faut pas raconter des histoires, la situation est objectivement grave, et puis rester suffisamment positif et être notamment dans de l'action. Ça peut être, je vous dis, des choses de la vie quotidienne, ça peut être de s'engager dans une association, dans un parti politique, d'aller dans des entreprises. Je ne sais pas si vous aviez vu cet appel qui avait été signé par des élèves de grandes écoles, à l'initiative, je crois, de polytechniciens, et puis de plusieurs universités qui disaient qu'ils n'iraient pas travailler dans des boîtes qui ne se verdissent pas. Mais voilà, si vous cherchez par vos choix de vie à donner du sens à ce que vous faites au quotidien, et ben vous donnez aussi un message aux entreprises, etc. Et je pense qu'il va y avoir des entreprises... Enfin, moi, je ne sais pas, mais les 3-4 chefs d'entreprise les plus péchus qu'on avait à midi, je me suis dit, ils vont dans un forum de recrutement... Franchement, ça donne envie d'aller bosser avec eux, quoi. Donc voilà. Donc, encore une fois, on n'y est pas. Mais il y a à travailler pour qu'on y soit. Et il peut y avoir cet effet de boule de neige quand même, où petit à petit, les gens s'agrègent les uns aux autres. On va peut-être donner la question à la salle. Oui. Non. Alors, mais il y a quelqu'un qui filtre, parce que moi, on ne m'a pas expliqué. D'accord. Super. C'est Claude. Alors, nous avons la question suivante. Bonjour Madame Goulard, ma question est la suivante. Par quels moyens les banques peuvent-elles sensibiliser les entreprises à l'environnement ? Alors, il y a des moyens sympathiques, et puis il y a le calcul des risques qui est peut-être plus efficace. Bon, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que si nous considérons que le risque climatique est un risque financier, par exemple, entre prêter de l'argent à une entreprise qui fait des efforts, je ne dis pas qu'il va devenir du jour au lendemain totalement verte, et une entreprise qui ne le fait pas, il appartiendra au banquier de faire son choix et de favoriser. Et ce qui est important, c'est qu'on y arrive par un mélange, vous allez peut-être me trouver un peu cynique, d'éthique et de business. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait un déclic éthique, malgré tout, c'est une responsabilité. Mais on aura vraiment gagné la bataille quand on aura prouvé, et on commence à avoir des exemples vertueux, que les entreprises qui s'occupent de ces questions-là sont des entreprises qui, à terme, seront plus rentables. Et ça se comprend assez bien, mais c'est parfois difficile à prouver. Ce sont celles qui auront le plus de clients potentiels parmi les jeunes consommateurs qui seront peut-être plus exigeants que les générations d'avant. C'est celles qui vont trouver des cadres qui ont envie de donner du sens à leur action et qui sont plus motivés. On a eu aujourd'hui un chef d'entreprise qui nous a expliqué que tout ce qu'il a fait pour le verdissement, et je crois que ça paraît très sensé, était important non seulement parce qu'il y croit, mais aussi parce que ça a boosté la productivité de ses équipes. Parce que vous avez un projet d'entreprise, parce que les gens se lèvent le matin en se disant « Tiens, je ne vais pas seulement fabriquer tel produit, mais je fais partie d'une entreprise qui essaye d'avoir un autre impact sur l'environnement. » Et donc voilà, et on peut imaginer pour les banques, et j'ai fait un débat récemment avec 2 banquiers, parce que je ne peux pas parler en leur nom, je ne peux que rapporter ce qu'ils disaient, mais c'était intéressant. Ils disaient qu'ils commencent à avoir, dans la relation client, les commerciaux, aussi des entreprises qui demandent, si elles ont de la trésorerie, est-ce qu'elles peuvent la placer de manière plus verte, entre guillemets, etc. Et il faut qu'on arrive à développer des placements qui soient authentiquement verts, d'où l'importance, vous vous souvenez, de la taxonomie, etc., pour que on puisse mobiliser l'épargne. Vous savez que là, en ce moment, rien qu'en France, pendant le confinement, les Français ont mis 100 milliards d'euros de côté. On peut faire des choses avec 100 milliards. Maintenant, ils ont un peu consommé leur cagnotte, mais on reste dans des niveaux d'épargne qui sont extrêmement élevés. Selon que cette épargne se portera sur des projets plus ou moins favorables à l'environnement, on peut avoir des effets qui ne sont pas négligeables. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si la personne est encore en ligne. Alors,
Ça fera une très bonne transition avec la question suivante, justement, en ligne. Donc aujourd'hui, les gouvernements creusent les déficits pour faire face à la crise. Si cette dette ne sert pas à la transition écologique, ne serait-ce pas la double peine pour les générations futures? Oui, la réponse est oui. Et d'ailleurs, heureusement, c'est quand même pas ce qui a été décidé, puisque vous savez sans doute que l'endettement exceptionnel, là, le Recovery Plan, qui a été décidé au niveau européen, doit être utilisé, en tout cas en grande partie, pour le verdissement, qu'il y a dans le plan de relance des aspects. Après, je ne peux pas me prononcer sur ce que sera la réalité de l'utilisation des fonds. Mais c'est vrai que votre génération doit inciter au bon usage des finances publiques, à un usage vers l'investissement productif et pas le financement, notamment, je le dis avec un peu de tristesse dans notre pays, parce que j'ai quand même passé beaucoup d'années à Bruxelles. On a une espèce de vision de la bonne gestion des finances publiques en France qui est souvent très négative, qui est associée à l'austérité, alors que quand vous regardez les chiffres de manière absolument objective, vous vous rendez compte que ce sont les pays qui ont le mieux géré leurs finances publiques qui ont eu le plus de croissance avant la crise du Covid. Parce que ce sont des gens qui ont investi à bon escient, parce que ce sont des systèmes éducatifs qui fonctionnent mieux, ce sont des politiques de recherche qui sont meilleures, etc. Donc il faut arrêter de dire aux gens, en gros, que l'argent est disponible de manière indéfinie, parce que ce n'est pas vrai. Nous allons avoir un niveau de dette sur PIB d'à peu près 117% à cause de l'épidémie. Bon, encore une fois, il fallait peut-être le faire, mais maintenant, il est extrêmement important qu'une partie de cet argent serve à des investissements tournés vers l'avenir, et il est extrêmement important aussi que la France se pose la question de savoir pourquoi, pendant des années, elle est à peu près le seul pays d'Europe qui n'a pas respecté le pacte de stabilité. Et beaucoup de gens en France vous disent il faut le changer, ou il n'est pas... Mais quand vous regardez la réalité, les pays qui l'ont bien appliqué, c'est-à-dire qui ont fait un peu de déficit dans les périodes de difficulté, et qui, quand ça allait mieux, se sont astreints à mettre de l'argent de côté, notamment l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui a 8 années d'excédent. Ils ont pu aider massivement le pays en creusant beaucoup moins le déficit et en augmentant beaucoup moins la dette, puisque l'Allemagne, vous savez que la règle commune, c'est d'avoir une dette à peu près qui ne dépasse pas 60% du PIB. On peut penser que c'est intelligent ou pas, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'était donné en commun. Les Allemands, après l'épidémie, seront à 78-80%. La France sera à 117, quelque chose comme ça. Donc voilà, et on sait très bien, par exemple, un pays comme le Japon, qui a augmenté sa dette à 200%, n'est jamais sorti de la croissance très très faible qui a été la sienne. Donc voilà, s'il suffisait de dépenser l'argent public de manière indifférenciée pour devenir plus compétitif et redistribuer bien l'argent, ça se saurait. Donc oui, risque de double peine, donc j'ai tendance à dire, les jeunes, ne vous laissez pas faire, quoi. Demandez des comptes à la génération d'avant. Hein. Mais là, je fais une parenthèse d'une seconde. Là. Je ne suis plus la Banque de France. Hein. Moi, j'ai fait des débats avec Danny Cohn-Bendit, parce que c'est un grand copain, on était ensemble au Parlement européen, on a fait pas mal de débats. Et je me souviens qu'il a dit plusieurs fois, alors lui, ça portait plus que moi, il leur disait, mais vous ne vous trouvez pas un peu mou, là, votre génération là? Attendez, nous, on a fait mai 68 pour moins que ça. Donc voilà, je ferme totalement la parenthèse. Non, je n'appelle pas à la révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de gens qui sont quand même constructifs et qui sont dans la construction de quelque chose, de compromis, etc. Mais cela dit, c'est vrai que chaque génération, à mon avis, a légitimement des questions à poser à la génération d'avant, et il y a une solidarité intergénérationnelle qui est importante. Oui, non, mais mademoiselle, là, ou madame, plutôt. Alors, on en reprendra deux après, on va en prendre deux dans la salle. Bonjour, en fait j'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit au début de la conférence. Vous aviez parlé du fait que vraiment la seule solution pour l'écologie, ça serait la solution individuelle, donc que chacun fasse sa part. Et en fait, je voulais vous demander par rapport au toute la les inégalités sociales, en fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du bio, ne pas se permettre d'acheter une voiture électrique ou même se déplacer en vélo parce que leur travail est hyper loin de chez eux. Donc comment on peut les aider dans ce cas-là?
Est-ce qu'il y aurait une solution justement, parce que du coup là, si la solution c'est que chacun fasse sa part et que c'est pas possible, il n'y a pas de... Alors d'abord, non mais vous avez tout à fait raison de dire que la contribution de chacun est importante. Je n'ai pas dit que c'était la seule chose. J'ai dit que c'était important qu'il y ait des prises de conscience individuelles ou au niveau local, par exemple pour la mobilité, comme du travail au niveau international. C'était plutôt le message inverse, c'est-à-dire, comme moi je vous expliquais ce genre de network, etc., c'était pour moi. Donc, premièrement, ce n'est pas la seule solution, mais c'est important. Deuxièmement, c'est exact que l'une des questions clés, c'est que ça engendre, enfin les économistes appellent ça une redistribution. C'est-à-dire que si vous changez les moyens de transport, si vous élevez la barre de qualité en matière d'alimentation, etc., ça a des effets qui peuvent être beaucoup plus lourds à supporter pour des gens qui ont moins de moyens. Mais moi, dans ma vie antérieure, j'ai présidé l'intergroupe de lutte contre la pauvreté du Parlement européen. Et il y a quand même une chose que je tiens toujours à rappeler, même si ça paraît un peu naïf, c'est que je pense qu'il faut faire aussi attention de dire que des gens moins riches ou plus démunis n'ont aucun moyen de choix. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez des gens riches qui sont totalement égoïstes et qui ne vont pas faire de choix, et vous avez des gens qui ont des moyens plus limités et qui vont se comporter beaucoup mieux. Si vous regardez d'ailleurs le monde, en ce moment, les émissions de gaz à effet de serre, ils viennent même pas des pays qui seront les plus impactés ou qui sont les plus pauvres et qui ont encore des comportements qui sont souvent beaucoup plus respectueux, parfois parce qu'ils n'ont pas accès à certaines ressources, mais aussi parfois parce que c'est des choix. Donc, moi, un point que je fais toujours, c'est que les choix individuels, la responsabilité individuelle, je dirais, il faut pas penser, c'est presque... Enfin, c'est juste qu'il y a des questions, par exemple, quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller travailler parce qu'il habite loin, parce que le centre-ville est hors de prix, etc., il va avoir plus de difficultés. Et là, on peut imaginer des mécanismes. Il y a pas mal d'économistes qui y travaillent, c'est ce qu'on appelle une transition juste. Comment il peut y avoir des effets de redistribution pour permettre aux gens d'affronter ces défis. Mais sincèrement, à l'heure actuelle, d'ailleurs, je ne le dis pas de manière polémique, mais vous avez vu que le Haut Conseil sur le climat a dénoncé cette semaine les achats de SUV, ces très grosses voitures. Écoutez, les SUV, ce n'est pas les gens les plus démunis qui les achètent. Hein. Donc, vous voyez, je trouve qu'il faut faire très attention. Vous avez raison de dire, par exemple, si des collectivités investissent dans des moyens de transport en commun, si on propose du bio dans les cantines à un prix raisonnable, si on permet qu'il y ait des terres agricoles à proximité pour que le prix du bio diminue. Et d'ailleurs, en tendance, le prix du bio est en train de diminuer, donc c'est une bataille qui va peut-être être petit à petit gagnée, ou du moins de l'agriculture raisonnée, etc. C'est une chose. Mais voyez, faites super attention au fait que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui étaient même des gens très pauvres et qui voulaient qu'on leur laisse la dignité du choix. Ils me disaient, tous les choix ne sont pas des choix économiques. Il y a des choix économiques qui sont contraints, mais il y a aussi des choix que je peux faire en tant qu'individu et je suis citoyen à part entière. Et je pense que ça, c'est la bonne démarche, c'est de dire, après tout, c'est un peu facile de dire ça va être injuste pour les pauvres, je suis sûre que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, hein. Mais, et du coup, on laisse passer les achats d'énormes voitures, on laisse passer les vacances très loin, etc., etc. Et si on fait le bilan carbone des gens par catégorie socio-professionnelle ou par pays du monde, on se rend compte objectivement que le problème en ce moment, il est plutôt du côté de gens riches, qui consomment énormément d'énergie, qui voyagent beaucoup, qui mangent de manière très carnée, et pas tellement du côté des gens les plus démunis. Mais c'est une considération d'égalité qui est importante. C'est vrai que c'est important. Et ce n'est pas facile de mettre en œuvre. Jusqu'à présent, on n'avait pas les politiques de redistribution verte, entre guillemets. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, il y a des dispositifs dans le plan de relance qui visent à rénover les appartements qui sont des passoires énergétiques, etc. Et là, on peut obliger le propriétaire à faire des dépenses qui bénéficient en fait aussi au locataire qui est installé dans l'appartement. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non, alors on passe à... Oui, pardon, j'ai pas vu. Oui, pardon. Éventuellement, une question un petit peu technique. Vous avez parlé tout à l'heure dans la supervision microprudentielle de l'intégration des risques, effectivement, au niveau de la gestion des établissements bancaires. Donc, ça va rentrer à quel niveau? Pour l'instant, j'ai compris que ce n'était pas contraignant, c'est cela. Et la deuxième question qui va avec, c'est qu'il y a eu, alors je ne sais pas si ça existe encore sur la Banque de France, il aurait fallu que je demande avant peut-être, sur Nantes, il y avait une tentative de cotation intégrant les critères RSE.
est-ce que ça a été effectivement préservé et est-ce que ça c'est envisagé au niveau national? C'est-à-dire que, notamment pour les banques, quand elles prêtent, la cotation Banque de France a quand même un impact important et le fait d'avoir une cotation RSE permettrait effectivement d'orienter les établissements dans ce sens-là. Et dernière chose enfin, quel est le lien entre la Banque de France, et on voit bien que le Trésor avec Finance for Tomorrow et l'AMF qui aujourd'hui est en train de privilégier les placements justement éthiques avec toute la volonté de créer des cotations qui permettent de les comprendre. Quels sont les liens entre ces deux régulateurs que vous êtes justement pour favoriser, y compris au niveau, par exemple, ces 50 milliards, de les orienter sur des placements éthiques, puisqu'aujourd'hui, là aussi, les banques n'ont pas de contraintes, entre guillemets, elles vont y aller si les clients le demandent, mais les clients ne savent pas que ça existe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les établissements bancaires aussi, quand on s'appelle Banque de France ou ACPR, pour qu'ils orientent les placements, ou en tout cas qu'ils proposent davantage? Alors, votre première question, effectivement, elle est un peu technique. En gros, pour l'instant, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de supervision micro-prudentielle dans lesquelles nous allons considérer que telle banque, parce qu'elle a prêté plus à tel grand groupe d'hydrocarbures ou à tel producteur agricole intensif, etc., fait courir un risque. Mais on essaie d'élaborer la méthodologie, parce que le jour où on voudra le rendre contraignant, il faut qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. Donc il y a un premier effort. Rien n'est exclu, mais pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là. Il y a des discussions en cours à la Commission européenne qui consisteraient à ajouter, alors je ne sais pas si tout le monde va suivre, mais quand une banque, on lui demande d'avoir du capital en échange des crédits, enfin en face des crédits qu'elle distribue. Il y a une directive qui s'appelle la Capital Requirement Directive qui oblige à avoir du capital. On avait par exemple, quand on a adopté cette directive dans les années 2010-2011, prévu que les banques qui prêtaient aux PME avaient besoin de mettre un peu moins de capital en face des crédits pour encourager les PME. On peut imaginer, et c'est la position de la Commission européenne, ce n'est pas celle de la Banque de France, mais j'explique où on est, et c'est le législateur, il est de ce côté-là, et après il faudra que ça sera adopté par le Parlement et le Conseil des ministres. C'est l'idée d'avoir un facteur pénalisant, c'est-à-dire si vous êtes une banque et que vous prêtez à des activités dites brunes, vous avez une pénalisation, c'est le Brown Penalizing Factor. Ou alors vous avez un facteur incitatif en sens inverse, c'est le Green, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment on dit, mais enfin bref, soit c'est en négatif, on vous demande plus de capital, soit c'est en positif, on vous en demande moins, de manière à ce que vous prêtiez plus à ces activités. Donc, pour l'instant, ces textes ne sont pas adoptés, mais c'est l'intention de la Commission. Pour des raisons techniques que je ne vais pas exposer ici, la position de la plupart des banques centrales, c'est plutôt de dire à la rigueur un facteur pénalisant, mais pas un green supporting factor, parce qu'il faut qu'on se soit mis d'accord sur ce qui est green. Cela dit, comme on a fait la taxonomie, qu'on espère qu'elle va s'affiner, etc., à un moment donné, on aura... Enfin, je ne sais pas si vous voyez que tout est un peu lié à tout. C'est-à-dire que pour apprécier les risques, il faut avoir une méthodologie des risques. Pour avoir la méthodologie des risques, il faut savoir quelles sont les activités, etc. Donc ça, c'était votre première question. Ensuite, comme je n'ai pas noté, je ne sais plus... Ah oui, c'est ça. Alors, sur la cotation de la Banque de France, alors, je pense que les étudiants ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, la Banque de France a plusieurs missions. Une de ces missions, c'est, et elle est la seule banque centrale de l'eurosystème à faire ça, de regarder, Asiba, dites-moi si je dis des bêtises, parce que vous l'avez fait, moi je ne le fais pas, c'est de mesurer la qualité de crédit des entreprises avec une approche qui est... sont des gens de terrain, par exemple ici à Nantes, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont suivies. Oui, voilà, monsieur fait de la cotation, donc peut-être si vous voulez compléter, après vous dites. D'aller voir les entreprises, de les interroger au téléphone, de suivre de très près ce qu'elles font, de manière à savoir quel est le risque de crédit qu'elles représentent. En gros, est-ce que c'est une entreprise très bien gérée? Est-ce que c'est une entreprise qui est très bien gérée mais qui a fait des gros investissements et qui est dans une phase un peu difficile? Ou est-ce que c'est une entreprise... Enfin, je simplifie un peu, mais vous avez des notes. Ça s'appelle la cotation. Ce que d'autres établissements font pour un certain nombre d'entreprises dans d'autres pays, par le secteur privé, les agences de notation se livrent à des analyses aussi et donnent des notes. Donc, dans la cotation de la Banque de France, jusqu'à présent, nous ne regardons que le risque de crédit. Et dans le questionnaire, il y a quelques questions, comme j'ai dit tout à l'heure, RSE, qui sont des questions extra-financières, c'est-à-dire, on regarde ça. Ça complète en quelque sorte la photographie de l'entreprise et ce qu'on en pense et ce que ça dit de
de sa manière de se tourner vers l'avenir. Mais pour l'instant, les critères RSE n'impactent pas la note qui est déterminante pour obtenir du crédit. On y réfléchit, ça fait partie des choses. Il est évident que la Banque de France a insisté en disant que le risque climatique était un risque financier, donc ça serait un peu bizarre qu'à un moment donné, quand on regarde les risques financiers, on n'y arrive pas. Mais je décris pour les élèves la situation où on en est. La situation où on en est, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore rentré. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Vous qui faites ça? Peut-être que je peux juste compléter en disant qu'effectivement, dans notre approche, on examine effectivement les performances de l'entreprise. Alors c'est vraiment une cotation à dire d'experts, comme le disait Sylvie Goulard. Ce sont des analystes qui examinent la situation de chaque entreprise et avec lesquels on a des contacts qui nous permettent effectivement, au-delà de la donnée, de la dimension financière, d'intégrer aussi des éléments extra-financiers que l'entreprise nous communique, comme sa gouvernance, comme effectivement un peu sa démarche RSE. Ce sont des éléments qu'on appelle qualitatifs, qui peuvent nous amener à avoir une approche de l'entreprise un peu différente de celle qu'on peut avoir strictement financière. Et ça, effectivement, l'analyste, parce que c'est un analyste, ce n'est pas une machine qui cote, il peut intégrer des éléments dits qualitatifs dans la cotation. Ça peut nous amener à rehausser d'un cran, parfois, la cotation, parce qu'on a des éléments très positifs, ou même de la dégrader d'un cran, parce qu'on a des éléments très, très négatifs dans ce domaine-là. Donc c'est effectivement la performance complète de l'entreprise qu'on regarde, la liquidité, la solvabilité, etc. etc. Mais bon, la dimension qualitative, on l'intègre parce qu'on a ce regard à dire d'expert pour attribuer cette cotation qui nous place dans un horizon à 2-3 ans. Et on examine cette capacité qu'a l'entreprise à honorer ses échéances à 2-3 ans. Donc on est au travers du cycle pour ce qui nous concerne, effectivement. Mais honnêtement, Hasiba, je pense qu'il faut qu'on fasse plus à l'avenir, encore une fois, sans jeter la pierre à personne ni rien. Mais pourquoi? Parce qu'on a absolument besoin, comme le sens de votre question, Madame, de pousser les banques à en tenir compte et à faire ça sérieusement. Et d'ailleurs, la Commission européenne va aussi adopter un texte sur le non-financial reporting. Il y a les institutions de l'IFRS qui travaillent aussi sur ces questions. Enfin, en ce moment, vous avez énormément de gens qui travaillent là-dessus, avec toujours cette question, est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est extra-financier? Et comment vous assurez le pont entre ce qui est extra-financier et souvent un peu plus qualitatif et ce qui est financier, qui peut se mesurer et qui permet d'être plus juste aussi. L'une des raisons pour lesquelles il y a des réticences, je tiens à le dire, c'est qu'il faut que surtout la cotation, quand elle est faite par une institution publique comme la Banque de France, soit vraiment le reflet de la situation de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait amélioré la méthodologie et les outils avant de se risquer à changer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra peut-être pas changer à un moment ou à un autre. Peut-être une question, donc une dernière question venant du chat. Donc, est-ce que les crédits à impact et les nouveaux instruments financiers verts sont éligibles au programme de rachat des banques centrales? Alors, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la question de la politique. Ça vient du Tchad, vous avez dit, c'est ça? Bon, mais je salue les gens qui nous écoutent au Tchad. Je trouve ça drôlement chouette en plus. Ah, du chat! Ah oui, non, mais parce que moi, j'ai déjà fait des trucs où il y avait... Enfin, vous savez, dans les webinaires, vous ne savez pas où sont les gens. Hein, donc, OK, le chat. Bon, la personne est peut-être au centre de Nantes. Je me suis légèrement emballée. Mais j'étais très contente à l'idée qu'il puisse y avoir des gens en Afrique. Écoutez, en Afrique francophone, moi, j'ai fait des émissions pour RFI ou France 24. Vous recevez des mails du monde entier après. Donc, voilà. Donc, sur cet aspect-là, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, alors, dans la politique monétaire, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'intégration du critère environnemental ou climatique dans l'action de la Banque centrale. Un tout petit peu dans les rapports sur la stabilité financière, sur les risques, mais voilà. La revue stratégique qu'a lancée Christine Lagarde vise à voir ce qu'on peut faire, puisque pour vous donner une idée quand même, par exemple, l'augmentation des programmes d'achat décidée entre le mois de mars et le mois de juin, pour la seule Banque centrale européenne à cause de l'épidémie, a été de 1 350 milliards. Donc là, avec 1 350 milliards, vous avez quand même une petite incidence sur l'économie. Mais comme vous le savez, jusqu'à présent, les banques centrales ont toujours voulu garder les mains libres sur ce qu'elles font, puisqu'elles ont un mandat qu'elles doivent remplir de manière indépendante. Donc, si vous multipliez certains critères, ça va devenir compliqué. Donc, il faut faire ça avec beaucoup de rigueur. Quelles sont les deux raisons, je dirais, d'entrer dans ce sujet? La première raison, elle est liée au mandat et à la politique monétaire. C'est-à-dire que le mandat, c'est
de maintenir l'inflation. Enfin, pour l'instant, l'inflation est toujours définie comme étant légèrement en dessous de 2%, et aussi près que possible de 2%. Et il est évident, je vais prendre un ou deux exemples faciles à comprendre, que les évolutions dans la production d'énergie, par exemple, peuvent avoir un impact sur le niveau d'inflation. C'est que l'énergie compte beaucoup dans le calcul de l'inflation. Selon que les gens ne prendront plus de pétrole, mais des énergies renouvelables, des choses comme ça peut avoir un impact pour notre travail stricto sensu pour le mandat. Pour le prix des denrées alimentaires, je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, imaginez si la France était frappée par des événements climatiques énormes et qu'il faut se mettre à importer la nourriture, je ne sais pas d'où d'ailleurs, si d'autres pays sont frappés. Bon, voilà. Donc pour cette raison, il y a déjà, je dirais, toute la justification de regarder, pour l'objectif principal de la Banque centrale européenne, de regarder les aspects climat. Ensuite, le traité, qui est la base sur laquelle nous exerçons nos compétences dans l'eurosystème, dit bien que l'eurosystème, sans préjudice de ce premier objectif, contribue aux objectifs de l'Union européenne. Et parmi les objectifs de l'Union européenne en ce moment, il y a effectivement d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça fait partie des grandes priorités. Donc il est évident que nous sommes tenus aussi de participer. Après, vous savez que sur tout ça, il y a de très grandes sensibilités différentes à l'intérieur de l'eurosystème. Vous avez des pays qui sont, par tradition, comme l'Allemagne ou certains pays du Nord, attachés à une interprétation extrêmement étroite du mandat. Vous avez des pays dans lesquels on irait plus facilement dans une interprétation plus large. Donc c'est ce qui est en cours de discussion et d'examen. Donc je dirais que la question juridique du mandat, de ce qu'on peut faire, etc., je crois pouvoir dire objectivement qu'il y a une progression des esprits dans l'idée qu'il ne faut pas qu'on s'en désintéresse en tout cas. Et deuxièmement, il y a vraiment une question méthodologique qui est, notamment la Banque centrale prend de la part des banques, la Banque centrale donne la liquidité aux banques en échange de ce qu'on appelle le collatéral, c'est-à-dire en échange de titres que les banques déposent à la Banque centrale. Il est évident que par la politique de collatéral, vous pouvez, si vous la faites de manière qualitative en la verdissant, vous pouvez dire sont éligibles à plus de collatéral les banques qui auront prêté à des entreprises ou qui apportent des créances et des titres qui sont des titres verts. C'est une piste que Benoît Cœuré avait évoquée quand il était dans le directoire, que Isabelle Schnabel a évoquée et qui est une piste assez importante. Et comme tout se tient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous faisons sur nos portefeuilles pour compte propre, tout le travail qui est fait par le NGFS pour définir ce qui est vert, pour voir quels sont les placements, etc. Plus on va élaborer notre doctrine et être capable d'avoir des outils méthodologiques fins sur tout ça, plus ça facilitera qu'un jour, peut-être, on prenne la décision sur le collatéral. Donc ce qui se fait dans d'autres secteurs qui n'étaient pas la politique monétaire, comme ça a commencé déjà à avancer, peut peut-être permettre des avancées, mais ce n'est pas à moi aujourd'hui de dire si ça se fera ou pas, on verra, le Conseil des gouverneurs décidera dans les mois qui viennent. Ça peut permettre de faire des avancées qui n'étaient pas prévues dans le domaine de la politique monétaire. Je ne sais pas si j'ai été claire, parce que c'est des questions assez complexes. Mais tout ça pour dire que le sujet est arrivé vraiment maintenant dans l'univers des banques centrales et que rares sont celles qui s'en désintéressent. Celles qui s'en désintéressent, c'est parfois pour des raisons qui sont un peu externes à la banque centrale. Voilà, on me fait signe que si je veux aller retrouver quand même mon mari que j'ai abandonné ce soir pour venir vous parler, il faut que j'aille prendre mon train. À moins qu'il y ait vraiment une dernière chose, une demande urgentissime. Allez, madame, vite, vite. Alors, sur l'aspect quantitatif, le Conseil des gouverneurs compte 25 membres, 6 membres du directoire, il y a 2 femmes sur 6, qui sont Christine Lagarde et Isabelle Schnabel, et 0 gouverneur sur 19. Ce n'est pas le monde le plus gender balance qu'on puisse imaginer. Je ne ferai pas d'autres commentaires. En revanche, sur nos groupes de travail et ce qui se fait, par exemple, on a eu plusieurs workstreams, on a une personne de la Bank of England qui est une femme qui a présidé le workstream sur la supervision. Il y a Sabine Mauderer qui est une des membres du directoire de la Bundesbank qui préside le workstream qui s'appelle Scaling Up Green Finance. Nathalie Auffauvre est la directrice générale à la banque qui suit ces questions-là et qui a mis toute son énergie. Si vous voulez, je crois que
ce qui se passe, c'est que l'ancien monde était le monde masculin. En tout cas, male-dominated, comme diraient les anglophones. Après, moi, je pense que l'arrivée de femmes dans un monde qui était différent a introduit... Enfin, par rapport au monde ancien, à la limite, ça aurait été un monde de chats, vous auriez fait arriver des chiens, vous auriez eu un changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... J'ai jamais cru que les femmes étaient meilleures. Ou... Il y a chez certaines d'entre elles des sensibilités différentes, chez d'autres pas du tout. Et de la même manière, vous avez des hommes qui sont extrêmement engagés sur le climat. Je vous dis, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Bank of England, Frank Elderson, notre gouverneur qui a lancé tout ça. Bon, il y a des gens qui s'y intéressent. Donc je pense qu'il ne faut pas en faire une guerre des sexes. Il faut peut-être se demander s'il n'y avait pas un lien entre une certaine forme d'utilisation de ressources dans le passé et le fait que les modèles dominants étaient un peu des modèles, il faut être honnête, fondés sur des systèmes patriarcaux et où il n'y avait pas forcément énormément de réseaux. Après, je vous dis très sincèrement, je pense qu'il faut qu'on travaille sur tous ces sujets en même temps et qu'on évite surtout la guerre des sexes, ce serait la chose la plus débile qui soit, vu les enjeux qu'on a devant nous. C'est vrai quand même que si vous me demandez une réponse empirique, mais qui n'a aucune valeur statistique, mais franchement, ça m'a frappé plusieurs fois, dans les réunions du G20 auxquelles je participe modestement, assise derrière mon gouverneur, comme pas mal de femmes, vous avez deux femmes extrêmement puissantes qui sont Christine Lagarde d'un côté et Kristalina Georgieva qui lui a succédé au FMI. Eh bien, il est arrivé très souvent que sur la, je ne sais pas, trentaine, quarantaine d'interventions des puissants de ce monde, vous ayez deux personnes qui aient parlé de climat et c'était elles. Donc voilà, il ne s'agit pas encore une fois de dire que c'est un sujet exclusivement féminin, mais c'est vrai que ça apporte une touche un peu différente. Je sais, puisque j'ai travaillé... Enfin, connaissez mon histoire, j'ai travaillé assez étroitement avec Ursula von der Leyen et Ursula von der Leyen, à mon avis, a apporté à la Commission européenne aussi le changement qui a permis de faire du sujet climat l'une des deux priorités. Mais encore une fois, il y a plein d'hommes extrêmement engagés. Donc moi, ce que j'espère vis-à-vis de vous tous, là, c'est que d'abord, ça ne vous a pas trop ennuyé, deuxièmement, que vous avez appris quelque chose, et troisièmement, que vous en ressortirez avec l'idée que où que vous soyez un garçon, une femme, quelqu'un de jeune, quelqu'un d'une autre génération, voilà, on peut contribuer, chacun à sa mesure, dans le respect aussi de l'égalité, vous avez raison, mais voilà, en se disant que c'est une question de responsabilité individuelle et puis de choix professionnel et d'action. En tout cas, nous, à la Banque, on va continuer. J'espère pouvoir revenir un jour à l'IAE, revoir les élèves, enfin d'autres, vous serez, j'espère pour vous, ailleurs à ce moment-là, et qu'on puisse mesurer qu'il y a en tout cas des pas en avant qui sont faits. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, et merci à tous ceux qui ont suivi de loin.